Coucou les G4, c'est Laurent. Voilà, la quatrième et dernière partie de ce cours sur l'export des vertex animation de texture qui cette fois porte sur les particules et donc qu'on va appeler sprite dans Houdini. Alors sprite pourquoi? Parce que les particules d'habitude c'est uniquement des points émis par un système de particules, donc des points diffusés selon des règles de maths dans l'espace. Là, en l'occurrence, Houdini, lui, ce qu'il va exporter sur UO4, c'est pas vraiment des points, mais c'est des petits cardboards, donc c'est des petits planes qui vont en fait être toujours tournés face à la caméra d'Unreal. Donc ça peut nous servir par exemple à faire, je sais pas, des petites particules vous savez, de cendres enflammées qui sortent d'un feu. Ça peut être, j'en sais rien, ça peut être des oiseaux, des feuilles d'arbres, un peu n'importe quoi en fait. Un objet qui se transforme en particules, enfin vraiment il y a des limites que votre imagination et ça va être aussi joint avec un cours plus directement sur comment créer des particules dans Houdini. Euh, Puisque je vous rappelle que donc le principe du vertex animation de texture, c'est que vous n'utilisez pas cascade dans, dans Unreal, pardon. Donc là, sans passer par cascade, vous obtiendrez des particules. Donc ni Niagara non plus, puisque Niagara, on s'est interdit d'utiliser pour ce projet vu qu'il est encore en bêta. Donc comment est-ce qu'on va faire? Bah déjà, on va créer des particules sur Unreal, sur Houdini. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais créer une géométrie, ici, que je vais appeler particules. Voilà. Donc ici, dans particules, la première chose qu'on a à faire, c'est à créer un objet émetteur source. Donc il y a 1 milliard de façons de produire des particules dans Houdini, sachant que pour lui, il considère de toute façon un point comme une particule. Donc vous pourriez très bien créer une box et le faire rentrer dans un POPNet, c'est-à-dire un Particle Operator Network, pour créer une simulation de particules juste à partir des points qui composent ce cube. Okay, là, on va faire différemment, on va vraiment créer une source de particules pour voir un petit peu les paramètres qu'on peut donner là-dedans. Donc, je vais créer une simple grid ou une sphère, allez, primitive, n'importe laquelle, une sphère en polygone, ici, voilà, que je vais un peu monter, ici, voilà. Et donc, cette sphère, ici, je vais en faire une source d'émission de particules. Donc, vous avez deux possibilités. La solution automatique, ça consiste à remonter ici, à désélectionner l'objet et à venir dans source particules émetteur. Vous cliquez, il vous demande de sélectionner un objet pour la source de particules et vous cliquez sur Entrée. Encore une fois, il vous crée deux autres objets, un Autodop Network, toujours pareil, et puis une source particule géométrie. Donc source particule géométrie, c'est uniquement ma sphère, je vais dire dynamisée, enfin ma sphère qui est passée par tous les opérateurs dynamiques et donc qui est réintégrée ici. Donc ça, on va pas vraiment s'en servir. On va regarder ici que qu'est-ce qui se passe. Bah, ici, il se passe rien. Il a juste exporté la sphère telle quelle pour venir la remettre dans l'Autodop Network. Pardon. Et donc l'Autodop Network ici est constitué de deux choses. Vous voyez que on a cette fois un pop solver, donc un particule opérateur solver, et pas un dop solver. Donc pop solver c'est particule. Hein. Et vous voyez ici, on a trois inputs, et le troisième input c'est les sources. Okay, ici, l'objet. Donc ici, l'objet, lui, vous n'êtes là, enfin cet objet, cet opérateur ne sert que à régler encore une fois, les propriétés physiques de l'objet, ce qui ne va pas vraiment être utile pour nos particules. Donc on va le mettre de côté ici, et on va s'intéresser plutôt à lui. Donc ici, le merge permet évidemment de merger plusieurs sources de particules, hein, vous vous en doutez bien, avant de rentrer dans le solver, qui lui, du coup, va solver va régler les opérations dynamiques. Donc particule source ici, vous voyez, en surface operator, on a un objet particule. Donc objet particule, en fait, lui, il va pointer sur l'objet sphère. Okay, donc c'est lui la source. Et vous voyez qu'en faisant ça, ici déjà, dans mon animation, j'ai des particules.
émise. Donc vous voyez, c'était simple, j'ai créé une sphère, je lui ai dit que c'était une source de particules, et voilà qu'il me crée des particules. C'est tout ce qu'on lui demande. Ok. Le truc, c'est que c'est des particules qui tombent très vite vers le bas, et de façon continue. Elles tombent très vite vers le bas à cause de la gravité, qu'on peut supprimer d'ailleurs, et à ce moment-là, les particules vont voler de cette façon. Ok. Et du coup, ici, c'est ici qu'on va faire entrer les forces appliquées à nos particules. Donc soit ici, si j'ai envie que ça concerne uniquement cet objet, et si j'ai plusieurs objets sources qui passent par le merge, ce sera évidemment ici qu'il faudra venir caler les forces. Ok. Donc les forces des particules, pour connaître lesquelles sont disponibles, c'est facile, vous cliquez sur Tab, et vous tapez Pop. Ok. Et donc Pop, vous avez tout ce qui concerne les particules, ici. Ce qui fait pas mal, hein, quand même. Donc vous avez pas mal de choses, vous avez le drag, vous avez le spin, vous avez Pop Force, vous avez, bon, vous en avez plusieurs, Local Force, etc., etc. Donc nous, peut-être qu'on va se contenter, par exemple, de mettre une Pop Force. Voilà, une Pop Force. Donc une Pop Force, je vais me remettre à 0 parce que sinon... Vous avez remarqué, en fait, si je calcule ma simulation, la timeline passe en bleu. Si je supprime un élément, la simulation n'est plus valide, du coup ça passe en orange. Okay, donc ça veut dire que maintenant, effectivement, ce que je vais voir, c'est l'ancienne simulation qui a été mise dans la RAM, mais qui ne correspond plus à la nouvelle émanation de particules. Pour ça, il faudrait que je revienne à 0 et que je refasse play. D'accord? Donc c'est juste pour dire. Donc je recommence, pop ici, je vais créer une pop force. Et la pop force, ici, vous avez donc amplitude, le swirl. Swirl, ça va permettre de les faire tourner un petit peu autour de l'objet source. Atténuation, une turbulence, etc. Donc c'est vraiment pour donner une force un peu, une force directionnelle. D'ailleurs, vous pouvez choisir le vecteur de direction. Par exemple, on va choisir que les particules... Attendez, hop, le Covid-19, ça va, on l'a assez vu. Et donc la force, je vais la faire aller vers le haut. Ok ? Donc 1 en Y. Donc ce que ça me donne pour le moment, c'est juste une force qui fait aller vers les particules vers le haut. Donc c'est un petit peu fort, déjà je vais me mettre en real time. Vous voyez ici, c'est ce petit bouton pour passer en real time et voir ce qui se passe en temps réel. Donc c'est pas très plaisant. Je vais baisser déjà un petit peu la valeur de ça, je vais mettre à 0,4, et puis je vais utiliser l'amplitude ici pour commencer à voir mes particules bouger de façon différente. Hop, je vais augmenter encore cette force. Swirl size, je vais l'augmenter aussi. Et vous voyez maintenant, en fait, les particules sont soumises à une sorte de turbulence qui est réglée ici. Voilà, et qui fait que bon, bah, les particules dégagent dans tous les sens. Alors la première chose que je voudrais faire ici, c'est revenir dans particule source et aller dans burst ici. Ok. Donc voilà. Il y a deux façons de faire émettre des particules, c'est soit l'impulse activation, soit le constant activation. Là, de base, en fait, ces deux paramètres, impulse et constant activation, c'est des activations, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des paramètres qui vont entre 0 et 1. Soit c'est off, soit c'est on. Si vous êtes entre les deux, ça ne fonctionne pas, en fait. Ça va toujours être à 0. Si vous faites plus que 1, ça va toujours être à 1. En fait, c'est 0 ou 1. Soit ça marche pas. Donc si je mets ça à 1, en fait, il va, à chaque fois qu'il va cooker, à chaque fois qu'il va passer par ce paramètre, par cet opérateur, il va lâcher ce nombre de particules. Donc là, 0. Ce qui veut dire que là, je suis sur 1, mais comme il lâche 0 particules, on ne voit pas vraiment ce qui se passe. Dessous, c'est la même chose. Constante d'activation, ça veut dire qu'à chaque frame, il va lâcher 5000 particules. Ok? Donc moi, si je mets ça à 0, par exemple, du coup, il ne va plus lâcher 5000 particules. Là, à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est rien. Ok? Puisqu'ici, je lui demande d'en lâcher aucune, mais que c'est activé, et qu'ici, c'est pas activé, mais il en lâche 5000. Donc j'espère que vous me suivez. Donc moi, ce que je voudrais faire, c'est ici, en balancer peut-être 500. Voilà. Et voilà, travailler comme ça. Donc là, j'ai pas encore réglé, je ne sais pas encore comment est-ce qu'on détermine le nombre de fois que cette impulse activation va agir. Je vous le dirai dans un prochain cours, désolé, je ne sais pas encore ça. Mais en revanche, je sais que life expectancy, c'est la vie de la particule. Donc 100, c'est 100 frames. Moi, je vais passer à 1. Alors, est-ce que c'est en frame ou en seconde? On va voir ça tout de suite.
en secondes, donc c'est des secondes. Donc là, Life Expectancy 1, vous voyez que d'un coup, les particules meurent plus vite. Je vais mettre une variance de peut-être 0,2 secondes, histoire d'avoir un petit peu plus de... Voilà, que ça soit un petit peu plus organique. Ok. Et donc, cette émanation de particules me paraît très bien, par exemple, pour, j'en sais rien, moi, je sais pas, une flamme. En tout cas, bon, ça me convient. Je trouve qu'il y a un petit peu trop de particules, je vais baisser le nombre, et je vais passer à 100. Ok. Mais rien ne vous empêche d'en mettre des millions, hein. C'est pas le problème. Voilà. Là, on est pas mal. Ok. Donc ces particules ici, où est-ce que c'est? Dans source, nanana, relax itération, émission attribut de source groupe, non, on est bon, on est bon, on est bon. Du coup, ces particules ici, quand elles sont lâchées, en fait, quand on passe ici, elles sont, vous voyez, elles sont calculées, elles arrivent à l'output, c'est l'output qu'on voit, donc c'est ça qu'on voit. Mais ensuite, ces particules, en fait, c'est des points dans l'espace, donc des points qui n'ont pas spécialement de size. Pour voir un petit peu ce qui se passe, en fait, le mieux, c'est de prendre une frame, par exemple 93 ici, d'aller dans la fenêtre de rendu et de faire un rendu. À ce moment-là, vous allez voir que vous voyez, la caméra est un peu placée n'importe où, mais vous voyez qu'en gros, les particules ont des tailles... non, c'est toujours la même taille, c'est une taille de 1 à peu près, mais les particules les plus petites sont évidemment celles qui sont le plus loin, puisqu'on est en vue perspective. Donc, hop, je stoppe ça, je reviens dans la scène view, et ici, je pourrais déjà exporter ça tel quel. Ok, exporter ça tel quel, c'est-à-dire venir ici, puisque c'est ici que toute la simulation est rebalancée, et venir ici créer un nul, qui s'appellera, encore une fois, outSim. Tiens, d'ailleurs, je vais sauver ma scène. 04 sprite. Voilà. Donc ça c'est une façon de faire. Vous voyez, si maintenant que c'est des points dans l'espace qui ont une taille d'environ 1, donc taille, on se rappelle ce que c'est le paramètre p-scale, ok, rien n'empêche ici de venir rajouter un attribut randomize, comme on a déjà appris, pour pouvoir randomiser la taille de mes points. Donc vous voyez là on est sur la couleur, c'est pour ça que la couleur des points varie, ok. Donc ça, pourquoi pas, mais moi ce qui m'intéresserait, c'est de travailler sur p-scale. Donc p-scale, si je le mets, alors dimension, c'est un float, hein, c'est juste la première valeur qui compte. Donc là, on est entre 0 et 1. Si je passe par exemple entre 0.1 et 1.5, ok. Bon, la façon de le voir, ça serait de refaire un rendu, mais vu qu'il est un petit peu long, on pourrait aussi simplement se servir d'un copy to point pour pouvoir checker les tailles. Donc ici, je vais mettre une sphère, vous voyez, et ma sphère, évidemment, va être modifiée en fonction de la taille. Alors, attendez, la sphère ici, 0.1, voilà. Et vous voyez qu'ici, mon randomize, il fonctionne. Si ici, mon randomize, je ne le mets pas à -5, mais à 5, vous voyez que la taille de mes particules, voilà la taille des particules que vous aurez au final sur Unreal. Donc, on va remettre 1, c'est pas mal. Et là, du coup, j'ai des particules un peu variables, et ça me convient. Ok. Donc, en gros, ici, voilà ce que j'aurai sur Unreal. Alors, attention, vous n'allez pas exporter ça. Ça, c'est juste pour voir. C'est juste pour faire un preview, ok. Donc ça, je le supprime, c'est ça qui m'intéresse. D'accord. Je laisse l'attribut randomize parce qu'il va être pris en considération dans mon export, et je reviens ici dans Objet, pour cette fois aller dans Out. Alors, attendez, pour y voir plus clair, pardon, je reviens. Pour y voir plus clair, on va cacher l'objet. Voilà. Et je vais ici sur Out. Vous voyez, il m'a créé un opérateur mantra simplement parce que j'ai lancé un rendu. Donc automatiquement, il m'a créé cet opérateur que je supprime, et à la place, je viens mettre un vertex animation texture. Ici, dans méthode, cette fois, je viens me mettre sur sprite. Ok. Et export node, je viens bien chercher mon out simulation. Je pense que je pourrais baisser la taille de cette image, mais je vais quand même... Ouais.
c'est 500, non, on va laisser 1024. Parce que je suis pas vraiment sûr de mon coup, il faudrait que je fasse des tests. Et ici, on est sur 240 frames. Ouais, c'est bon. Tac, tac. Donc encore une fois, Bbox Max, pardon, Bbox Min et Number of Frames que j'ai besoin de calculer. Donc pendant que ça calcule, je vais déjà copier mon shader, ici, cliquer sur Render, et puis basculer sur Unreal, que je vais enlever le real time ici, voilà, pour que ça soit plus clair pour vous. Yep, on va faire ça ici. Et là, donc à ce niveau-là, je recrée un nouveau folder qui va s'appeler Sprites, dans lequel je vais venir déjà créer un matériau qu'on va appeler VAT Sprite. Encore une fois, peu importe le nombre de la quantité de sprites que vous aurez, ce sera toujours une instance de ce matériau, pour vous éviter de refaire toute cette manip. Je double-clique, et puis, encore une fois, je fais un CTRL-V. Ce qui me permet de créer mon shader à partir de ces lignes de code. Okay, shader moins complexe que sur le fluide, hein, vous avez remarqué. Et ici, la seule chose qu'on me demande, c'est de mettre 3 custom UV channel. Il ne faut pas toucher à la tangente space normale. A priori, c'est bon comme ça. Donc là, ici, je viens taper cus et rajouter 3 hop, custom UV. Ok. Ensuite, je me balade avec mon gros truc pour connecter ça à la base color. Puis opacity et opacity mask. Alors, ouais, c'est ça. Alors là, il y avait une histoire. Donc ça, on va le régler après. On va le régler après, parce qu'a priori, effectivement, ces sprites, pour que ça fonctionne bien, il faudrait que je modifie. Vous savez, en fait, ce vertex animation texture vous empêche pas d'utiliser. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser une surface, un matériau opaque. Vous pouvez modifier tout ça. Il n'y a pas de problème en fait. Vertex animation texture, c'est juste le shader qui vous permet de faire bouger des vertex. Mais après, peu importe la façon dont vous le rendez, ça peut être tout à fait un post-process, etc. Ça, c'est à vous de régler ça. De base, on le laisse comme ça, c'est bon. Mais en revanche, vous voyez que lui, il propose de connecter ça à l'opacity mask, de façon à pouvoir en fait se servir, de façon à avoir. Je vous ai dit qu'on avait une cardboard, ce qui fait que du coup, il y a un masque d'opacité en fait qui est basé sur une sprite que vous pouvez changer d'ailleurs. Si vous n'avez pas envie d'avoir un alpha comme ça, vous pouvez avoir un alpha par exemple en forme d'étoile, de feuilles mortes, etc., etc. Ça, c'est à vous de déterminer ça. Et ensuite, ça viendra se plugger dans l'opacity ou l'opacity mask en fonction de ce que vous utilisez comme type de shader. Ok. Donc pour le moment, on va le laisser en opaque, on va voir ce que ça donne et on modifiera ça après. Ensuite, j'ai besoin de connecter le custom UV 1 et 2 et tout ici. Et c'est pas fini. Vous voyez, là, l'ordre a été inversé, mais ici, vous avez la normal map. Et ici, vous avez la world position offset. Tac. Comme ça. Ok. Donc rien qui m'est proposé pour ces trois choses-là, ça ce sera à vous de le régler. Donc on va sauver ça comme ça. Je ferme mon matériau et je crée une instance. Tac. Je retourne dans Houdini voir si c'est terminé. Oui, le calcul est terminé. J'ai bien mes Bbox. Donc je viens sélectionner Bbox Max, CTRL-C, voilà, CTRL-C, et ici, avant même d'avoir importé, je pourrais importer, mais si d'ailleurs je vais les importer comme ça, on fait ça dans le bon ordre. Desktop, cours VAT, export. Ici j'avais mon fluide, je crée un nouveau folder fluide. Il me reste bien plus que mes deux, mon sprite mesh et mon sprite position. Donc même opération, on importe, on ne crée pas de matériaux, on importe ça. Donc là j'ai coché auto enable collision. A priori les sprites comme ça, il n'y a pas vraiment de collision avec les objets, donc je vais recommencer l'opération en lui indiquant de ne pas générer de collision. Auto-générer de collision, off. Importe. Voilà.
parce que je suis censé pouvoir passer à travers. Donc j'ouvre ça, et je viens, vous voyez, c'est encore une fois, vous avez des espèces de planes mis les uns au-dessus des autres, ça veut rien dire. Là, je viens drag and dropper ça, je save, et je reviens dans mon instance ici, pour venir caler la position texture, bounding max, bounding min, et number of frame. Vous voyez, vous avez aussi un paramètre de speed, hein, vous avez la possibilité de ralentir ou d'accélérer votre simulation si vous avez envie. Et en plus, dans Sprite, vous avez la possibilité ici de modifier la taille en height et width, donc largeur et hauteur, de vos sprites. Donc vous n'êtes pas obligé de le régler dans Houdini. Nous, on a mis un randomize, mais ce randomize, vous pouvez multiplier ici par ce paramètre pour pouvoir grossir ou réduire en fonction de la taille à l'écran. Donc j'avais stocké mon bounding max dans le presse-papier. Maintenant, je fais la même chose avec bounding min. Et il me semble qu'on était resté sur 239 frames, ouais, 239 frames, c'est bon. Et donc la position ici, je viens lui faire comme tout à l'heure, lui mettre un filtre nearest, save, et là, je viens la glisser dans position texture. Vous voyez, ça fait un truc affect, mais c'est pas grave. Je sauvegarde ça, je ferme, et je viens drag and dropper ici avec real time. Et là, j'ai bien quelque chose, mais mes particules sont complètement transparentes. Donc, oui, je les vois plus. Je les vois plus, elles sont transparentes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est une très bonne question. Donc, la première chose que je vais aller vérifier, c'est ici. Color map, non, on est bien sur du blanc. Ici, sprite map, on a bien un fall off. Donc, a priori, il n'y a rien qui empêche de voir mes particules. Donc, c'est pas là que ça se passe. Ici, 8 et 8, là, juste pour vous montrer, vous voyez, vous avez la possibilité de modifier, vous voyez ici dans l'écran, modifier la taille de vos particules, hein, comme je vous l'avais promis. Donc je remets 10, ici, je sauvegarde. Tac. Donc ça va peut-être se passer au niveau du matériau. Je reviens au niveau du matériau, et ici, dans Base Color, j'ai bien, normalement, une map blanche qui est multipliée par l'alpha. Donc là, tout semble être OK. Je comprends pas pourquoi je vois rien. Et d'un autre côté, ici je vérifie que j'ai rien oublié. Custom UV 1 et 2. Non. Voilà, ça semble être correct dans le position offset. Puis on voit en plus que le mouvement de mes particules est complètement conforme à celui que j'ai donné dans Houdini. Donc peut-être que la solution se trouve au niveau de l'opacity mask. Je vais essayer de passer ça en masque. Ok, de façon à pouvoir mettre ça dans opacity mask. On va voir si ça change quelque chose. A priori, ça change rien. On voit toujours rien. Donc, le problème n'est pas là. J'essaie de faire le tour de mes particules, voir si le fait qu'elles soient... Non, c'est pas le fait qu'elles soient orientées face... Vous savez, je vous avais dit qu'elles étaient toujours orientées, elles étaient toujours orientées face à ma caméra. Donc peut-être qu'il y a un problème avec la position de la caméra. Ça, je peux aller voir ça directement dans... Ici, à mon avis... c'est compliqué. Neutralize Mesh Vertex. Setup UV Scrolling. Non, ça c'est bon. La position de texture, elle est ici. Position de texture, bounding max, subtract, bounding min, mais ça c'est bon. Et ici, on doit avoir un paramètre de caméra. Non plus, non plus. Absolute World Position, Actor Position. Ouais, ça doit être... Non, pourtant ça semble correct. Je voudrais essayer quelque chose, par exemple mettre le matériau en double face. Voir si c'est pas une histoire qu'elle soit orientée du mauvais côté. Je vous avoue que j'ai pas fait ça, les sprites j'ai essayé une fois, ça fonctionnait. Et maintenant ça fonctionne. Voilà, donc c'était bien ça, le problème. Et j'ai bien ici, du coup,
mes sprites qui marchent. Donc vous voyez, je les ai mis en masqué, donc j'ai bien un masque autour de mes particules. Si je lock un petit peu ça, voilà, qu'on voit ce qui se passe. On voit qu'effectivement, on a le masque qui respecte bien l'alpha que j'ai mis ici. Je vais essayer de créer un nouvel alpha pour voir si je peux dynamiquement le changer. Donc je reviens dans Houdini ici, et ici, vous savez, vous avez en plus, alors oubliez tout ce que j'ai fait ici au niveau de mes particules. Là, ce que je voudrais vous montrer, c'est le module de compositing de Houdini. Donc vous laissez tout ça comme ça, et ici vous allez directement passer en Image. Ok, Image, donc vous êtes dans un compositing network qui vous permet de créer des images, au même titre que Substance Designer. Donc ici, il faut aller sur Composite View, ici, ok. Et là, commencer peut-être avec commencer déjà avec un manager, Image Network. Il faut en créer un. Une fois que vous êtes dedans, ici vous avez tous les paramètres, tous les outils que vous pouvez retrouver d'ailleurs dans Substance Designer. Ok, ils sont color correct, blend, etc., etc., etc. Et donc on va commencer avec une simple couleur blanche. Ok, non, pardon, on va commencer avec une simple shape. Voilà, shape. Ok, donc la première chose ici dans shape, c'est pareil, hein, quand vous appuyez là-dessus, vous voyez ce qui se passe ici. Là, vous avez des paramètres dynamiques pour changer la taille de l'image, mais cette taille, vous pouvez la retrouver ici, override side. Donc moi, je vais prendre un 256 par 256, hein, pour avoir une petite taille. Hop, viens ici, toi, non, bah, non, oh là. Attendez, je lui ai mis un milliard de côté à cette shape, c'est pour ça que... Je recommence. C'était un peu bugué parce que je lui ai monté le nombre de faces atrocement et du coup ça plantait. Donc shape, ici, image, je override et je passe à 256 pour avoir une petite taille d'image. Et ensuite ici, dans number of side, ici je lui mets, et je vais lui mettre donc 6 côtés. Donc je vais avoir un hexagone. Et shape type, voilà, je vais lui mettre une petite étoile. Donc une étoile à 6 branches, ok, avec un inner radius plus conséquent, comme ça. Derrière, je vais mettre un petit edge blur, histoire de pouvoir blurrer un tout petit peu le... Ouais, voyez, comme ça, que ça soit un peu plus sympa. Et donc là, j'ai créé une shape en fait. J'ai créé une shape, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Ici, je peux simplement sortir ça avec un ROP file output, ROP. Donc c'est un R, c'est quoi? Alors R, render operator. Render operator, donc c'est ça, c'est le, donc je vous le répète, c'est le ROP output. Mais si vous tapez output, normalement, voilà, vous avez output directement ici. Et c'est ça, c'est l'opérateur qui vous permet de faire sortir l'image. Ah ben non, enfin, vous n'avez pas besoin en fait. Soit vous faites un ROP output et là vous avez tout le menu. Vous pouvez très bien vous contenter de cliquer là, faire un clic droit et de faire Save Image. On s'en fiche, c'est juste pour avoir la petite image. Donc là, je viens chercher mon HIP dans Export ici. Je viens lui mettre, je vais appeler ça star.png. Ok. Je save. Voilà. Et du coup, si je reviens ici, je peux, donc vous voyez, j'ai star ici, je viens mettre ça là, et ensuite dans Sprite, alors je vais pas le mettre là, je vais travailler directement sur l'instance, là, ici Sprite Map, je viens la modifier et je viens remplacer par ça. Ce qui fait que maintenant vous avez des jolies petites étoiles. Hop, on va faire jouer l'animation. Vous avez cette fois des jolies petites étoiles à la place de vos points. Donc vous voyez finalement ce qu'on conserve d'Houdini, c'est uniquement la quantité de particules et son déplacement en fait. Ensuite, pour ce qui est de la forme, de la couleur et du rendu, ben, vous pouvez très bien vous servir du E4. Il n'y a rien qui vous oblige à passer par Houdini. La seule chose que j'ai modifiée, souvenez-vous, c'était ici dans Object,
l'attribut randomize qui permettait de faire des tailles un petit peu différentes les unes par rapport aux autres. Mais les unes par rapport aux autres, ok? Pas une taille dans l'absolu. Voilà, ben, j'espère que vous avez bien suivi les 4 vidéos. Donc, si vous voyez, hop, on a bien 4 techniques différentes pour créer des affixes qui sont intéressants et encore une fois super légers pour Unreal. Parce que si je me remets ici par rapport à mes particules, par rapport à Cascade, vous voyez, si je viens ici dans Shader Complexity, vous voyez, effectivement, j'ai un petit peu de rouge, parce que le rouge, il est donné par le calcul de l'alpha des masques, en fait. Parce que forcément, un shader en masque, c'est toujours un petit peu plus lourd qu'un shader opaque. Mais en revanche, vous avez vraiment une grande fluidité, et c'est vraiment pas lourd pour le soft. Donc, c'est pas avec ça qu'on va faire péter les specs. Voilà. Donc, j'espère que vous avez bien compris. Pour ces 4 vidéos, vous savez que je suis là pour faire du support si vous avez besoin de quoi que ce soit. Et donc, dans les prochaines vidéos, on va s'intéresser plus particulièrement à peut-être comment concevoir ces destructions, ces effets dans Houdini. Voilà, bon, ça c'est à voir, on verra sur Discord et on en parlera. On verra ce qui est le plus pertinent pour vous. Je vois qu'il y a un petit problème avec l'ombre ici. Effectivement, l'ombre portée est pas géniale. On dirait qu'elle en fait, elle prend en compte uniquement la bounding box que j'ai notée. Et ça peut poser un problème. Donc, il faudra voir si c'est intéressant de les mettre en cast shadow ou si on peut venir modifier ce paramètre. La dernière chose que je voulais vous dire à propos de ces vertex animation texture, c'est que de temps en temps, bon là c'est pas le cas, mais de temps en temps vous pourriez avoir des petits artefacts où vous sentez un peu le mesh. Alors, je ne parle pas de ces petits tremblements parce que ceux-là, ils proviennent vraiment d'Houdini, mais il y a des fois où UE4 n'interprète pas bien en fait les UV. Et dans ces cas-là, si ça vous arrive, ça je vous le répéterai, mais là par exemple pour le fluide, ici, si ça vous arrive, vous avez une option à cocher dans les mèches directement. Vous ouvrez le mesh en fait, et vous avez ici, dans LOD0, là, si vous descendez, non, c'est pas là, pardon, c'est où alors? C'est dans Build Settings, pardon. Dans Build Settings, ici, vous avez une option qui s'appelle Use Full Precision UVs. Et ça, si vous le cochez, ça va vous réparer ces petits problèmes d'artefacts. Donc là, j'en ai pas, je peux pas vous montrer le résultat, mais c'est assez courant que ça arrive. Yes. Et du coup, ça fixe le problème. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a servi. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à tout à l'heure sur Discord.